pour moi, les réalisateurs ne sont pas interchangeables, mais parfois, il faut les remplacer. Donc, et donc, dans ces cas-là, évidemment, ça donne une couleur différente à ce qu'on pouvait imaginer au départ. Par exemple, sur Dans l'ombre, on a écrit, et puis Pierre, il devait réaliser son film de long métrage. On avait travaillé, parce qu'il nous avait dit dès le départ qu'il n'allait pas pouvoir tout réaliser. On a fait intervenir Cédric Angers pour écrire un certain nombre d'épisodes. Et puis Cédric, c'est là où je parle de remplaçable. Nous, logiquement, c'était Cédric et Pierre qui showrunnaient tout. Mais Cédric aurait été amené à faire la moitié des épisodes, et puis il est parti sur une série Apple. Et donc là, nouveau casting de réalisateur, en se disant, il faut trouver quelqu'un qui accepte d'arriver en cours de route et qui n'a pas participé à l'écriture des scénarios, et qui se coule dans ce que Pierre a défini comme grammaire générale, quoi, voilà. Et c'est vrai qu'on a eu de la chance, mais là, il a fallu aller très vite, justement, parce que là, on était quasiment en prépa, il fallait tourner absolument on a tourné tout entre avril et août l'année dernière. On était un peu sur la course quand Cédric nous a dit non, je peux pas réaliser, quoi. Et voilà, et on a trouvé Guillaume Sénez, réalisateur belge, qui s'est parfaitement coulé dans les pas de Pierre, mais en ayant sa vraie singularité, notamment sur la direction d'acteurs et tout, voilà. Donc oui, c'est un peu des pets dans ce cas-là, quand il faut remplacer, alors qu'on s'était habitué à... Mais quand je dis qu'ils ne sont pas interchangeables, c'est qu'évidemment, à travers ce dernier exemple assez récent, la couleur donnée... Moi, je souhaite vraiment, la plupart du temps, avoir, et ce qui est un luxe, franchement, avoir le réalisateur, dès le départ, associé à l'équipe de scénaristes, et lui-même scénariste d'ailleurs. Parce que comme ça, dès le départ, je sais dans quelle direction on va. Tout se joue en prépa. C'est vraiment il faut un des problèmes en France, c'est qu'on nous donne un go trop vite, donc on doit aller très vite en prépa, et c'est vraiment dommageable, parce que moi je pense que y a des séries, nous sur La Cassette, on est parti 6 mois avant en prépa. Sur 10%, on a fait un casting très long, et moi j'ai beaucoup appris de Cédric et Antoine et Lola sur la manière de créer les alchimies entre les comédiens, vérifier que ça existait, de faire des castings par famille après avoir fait des castings individuels. Et on n'a pas complètement les moyens de financer ça en France, mais c'est dommage, parce que tout se joue en prépa. Et il y a deux choses. Quand on crée une série et quand on fait une suite, c'est pas la même chose. Quand on crée une série, on réfléchit à la promesse qu'on fait au public, dramédie, thriller, etc. Et on réfléchit donc à la couleur de la réalisation dont on va avoir besoin. Donc la promesse. Et l'autre, c'est le champ de contraintes et les cahiers des charges qu'on a. Le champ de contraintes, c'est combien de temps on a pour préparer, quel budget on a, et donc quel niveau d'expérience on a besoin d'avoir sur le tournage pour le réalisateur ou la réalisatrice. 10%, c'est une expérience un peu particulière, puisqu'on l'a fait à 3, donc Cédric Lapiche, Lola Doyon et moi. Et quand vous l'avez proposé, Dominique et toi, à Cédric, il était essentiellement le seul réalisateur prévu pour faire les 6 épisodes. Assez vite, il s'est dit que c'était il avait beaucoup d'autres projets et que c'était trop de travail pour lui de faire 6 épisodes. Donc, il m'a proposé, moi j'étais son assistant depuis pas mal de films, il m'a proposé de co-réaliser avec lui 2 épisodes de réaliser 2 épisodes sur les 6 et que Lola en réalise également 2. Et en réfléchissant, on s'est dit que c'était intéressant que la série garde une entité et que ça ne soit pas la série de Clapiche et avec ces 2 épisodes qui sortent du lot et que les nôtres soient derrière. Et donc on s'est dit qu'on allait travailler vraiment de façon permanente, tous les 3 ensemble, à tous les stades du travail, c'est-à-dire sur le casting, sur le choix des techniciens et sur le choix des corps qu'on avait en commun. Là, on n'est plus du tout dans une question de casting de réalisateur. C'est ensemble, c'est Cédric Lapiche qui t'a proposé le projet. Enfin, là, on est c'est assez spécifique. Oui. On revient sur des choses. C'est quand même des belles histoires. Je suis pas sûr que toutes les productions de l'audiovisuel se proposent. Certes, non. J'ai pas l'impression. Mais si par ailleurs, compris, en tout cas. Non, mais après c'est compliqué parce qu'il faut soi-même à un moment mettre son ego de réalisateur.
On pourra en parler aussi. de Moi, côté. j'allais dire comment gère-t-on son ego de réalisateur. Eh ben, dans parfois, ce il faut le mettre de cas côté. Non, mais il y avait un côté un peu... voilà, il fallait que les décisions soient prises vraiment à l'unanimité. Donc, si un de nous trois n'était pas d'accord sur un choix d'acteur ou de... Voilà, il s'effaçait jusqu'à ce qu'on retrouve une unanimité. Mais je pense que sur des séries où il y a deux réalisateurs, on peut arriver, et qui ne se connaissent pas forcément comme on se connaissait nous, on peut arriver à une sorte d'équilibre si on partage un peu les mêmes références, quoi. Enfin, c'est toute l'idée pour qu'on puisse faire ça ensemble et que la série soit, je sais pas, cohérente. Si on est choisi, appelé, c'est parce qu'on a une créativité, parce qu'on a une sensibilité, parce qu'on a une direction d'acteur, qu'on a une vision artistique. Et voilà, ceux qui se sentent, j'imagine, un peu interchangeables, c'est surtout les gens qui font des quotidiennes. Parce qu'il y a 3 plateaux, donc c'est quand même extrêmement découpé et qui ne savent même pas ce qui tourne, enfin dans quel épisode. Donc ça, j'imagine que c'est extrêmement frustrant pour eux. Alors, ils abandonnent tout, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au montage. Enfin, moi, je vais parler de mon expérience à l'international parce que, à l'international, calmons-nous. C'était en dehors de la France. C'était international. Non, on tournait en France, mais c'était une coproduction internationale avec CBS. Enfin, il y avait 4 coproducteurs, donc 19 validations pour chaque chose. Oui, 19 mails de oui. Bon, c'est... Et s'il y en a un qui dit non, c'est comme l'Union européenne, hein, ça passe pas. Ah non, c'est terrible. Mais il y avait un showrunner qui n'était pas des moindres parce que c'est Frank Spotnitz. Et donc c'est lui qui a fait X-Files, entre autres. Et donc, en fait, j'ai eu un taux de meeting avec lui. Je faisais je réalisais un épisode. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il va me dire comment réaliser. Et en fait, pas du tout. Cet homme charmant, brillant, m'a parlé avec beaucoup de poésie des personnages, du scénario que j'allais, moi, filmer. Il m'a demandé si je trouvais qu'il manquait des choses, etc. Du coup, j'ai retravaillé avec les scénaristes, j'ai fait rajouter des séquences, et voilà. Et donc, en fait, il y a un partage. En plus, aux États-Unis, on vous dit, on fait un épisode parce que vous allez le faire très bien. Si vous en faites 4 d'affilée, vous serez moins concentré sur ce que vous faites. Après, c'est leur philosophie. Nous, notre culture, c'est pas du tout ça, quoi. On est très, très loin de ça, très loin. Et des moyens, oui, et des moyens. Voilà, pour revenir sur Marianne, qui était une autre expérience. Marianne, il y avait eu une première saison qui avait été un peu déceptive au niveau du public parce qu'il y avait un point de vue artistique qui a un peu perturbé en fait les spectateurs. Voilà, c'était un peu sombre, on va dire, pour aller vite. C'est un peu sombre pour une comédie, puisque c'était vraiment comédie. Donc en fait, j'étais appelé par les producteurs et ils m'ont demandé en fait de refonder artistiquement la vision de cette série. Donc c'était très drôle parce qu'en fait, à la SACD, je suis vice-présidente de la SACD pour l'audiovisuel, pour les réalisatrices et réalisateurs. Et en fait, j'ai fait, après plusieurs années avec des camarades, on a réussi à faire voter cette empreinte de réalisation qui fait que le primo-réalisateur, donc a un pourcentage petit, mais qui existe, donc ça veut dire qu'on le respecte comme primo-réalisateur et avec ses choix artistiques. Et là, en fait, je me retrouvais devant la situation je recommence tout. On a changé de ville, donc changé de décor. Il y avait juste les comédiens qui étaient identiques. On a changé les costumes, enfin, on a tout changé. Et donc là, je me suis dit, est-ce que c'est moi le primo-réalisateur? Et en fait, puisque j'avais tout refondé. Et en fait, non, parce que j'ai considéré qu'effectivement, j'ai pu faire ça parce que ça avait existé avant, ça. Et c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, voilà, j'ai considéré que c'était vraiment toujours le primo-réalisateur. Voilà. Qui a donné sa première ligne artistique, et donc c'est là où il y a une importance, et c'est bien là où on revient à ce que tu disais, c'est la patte et votre sensibilité et votre regard. Et justement, est-ce que vous sentez bien qu'on vous respecte dans votre propre ligne artistique, ou est-ce que vous sentez que quelquefois on essaie de vous faire faire autre chose que ce que vous aimez faire? Ça dépend beaucoup des diffuseurs. Moi, j'ai essentiellement travaillé pour France Télévisions. Et je dois dire qu'ils me foutent une paix royale, quoi. Enfin, j'ai pas de pression sur une esthétique précise, sur des couleurs, sur des intentions. Il y a évidemment que sur le casting que évidemment, on a toujours des discussions, mais sur le reste, sur l'artistique, enfin, par exemple, que ça soit sur la peste ou les particules élémentaires ou celui que je viens de terminer, là, j'ai aucune pression de la chaîne
l'artistique. Mais alors Et vous- donc, j'imagine être choisi pour les programmes que j'ai fait pour eux avant, et on travaille en confiance, quoi. Mais donc, vous, en tant que producteur, est-ce que vous sentez de la part des diffuseurs qui pourraient remettre en question vos choix de réalisateur? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous devez vous battre pour imposer un réalisateur ou une réalisatrice? Quid de ce côté-là, à ce moment-là Et est-ce que vous choisissez le réalisateur aussi en fonction du diffuseur? Alors, d'abord, oui, le diffuseur, d'abord, le service public et les plateformes et les chaînes privées, c'est pas la même chose. Moi, j'ai aussi fait une série pour TF1, c'est pas du tout la même manière de travailler que pour France Télévisions. Ils ont une charte graphique qui correspond à leur antenne, qui est forte, à laquelle ils tiennent énormément. Et donc, les discussions sont beaucoup plus serrées. Sur le rapport à cette charte graphique et l'espace qu'on a pour créer notre série. Sur les plateformes, je pense que c'est encore plus interventionniste. Nous, on a développé, mais on n'a pas tourné finalement une série. Et on voit bien qu'ils avaient envie d'intervenir à beaucoup plus d'étapes, même qu'une chaîne privée. Mais pardon, quand tu dis intervenir, c'est-à-dire ils sont sur le plateau et disent non, pas cadré comme ça, c'est trop serré ou c'est trop large. Non, Enfin, là, ça serait de l'incompétence. Oh, d'accord, ok. On va jusqu'où dans le... Parce qu'une charte graphique, c'est quand même déjà aussi beaucoup en termes... C'est les costumes. Sur des séries, ça m'est arrivé d'avoir des discussions entre une réalisatrice et une conseillère de programme sur ce qui était à la mode, pas à la mode. Et à un moment, je me dis, mais on est fou, on est en plein vintage, ça se mélange. Et je pense qu'il faut quand même que chacun reste à son endroit. Et le rôle du producteur, en fait, très souvent, c'est quand il y a un conflit qui arrive, c'est d'intervenir le plus tôt possible. Il faut les écouter, se dire, ok, ce qu'ils demandent, c'est pas la solution, mais ils ont identifié un problème, donc c'est à nous de réfléchir avec le réalisateur à la solution. C'est toujours la même chose dans une chaîne, il ne faut pas prendre leur solution, il faut prendre les problèmes qu'ils posent. Parce que si, ils peuvent avoir raison, ils ont souvent raison à un endroit. Ouais. Ils sont effectivement assez forts pour pointer le problème, et les solutions qu'ils proposent ne sont pas forcément les bonnes. On a eu une expérience avec Antoine sur un épisode de 10% où la chaîne nous dit « ça va pas, cet épisode-là, il n'y a pas de cliff, etc. » Je dis « mais on n'est pas une série à cliff, qu'est-ce qui se passe ?» et en fait, on avait supprimé au montage d'une scène d'émotions très importantes, de retrouvailles entre deux personnages. On l'a remise, on n'a rien dit au diffuseur, on a envoyé l'épisode et il disait bah, c'est super, c'était ça qu'il fallait, c'était pas le cliff. Quand vous avez fait Salade grecque avec Amazon, c'était dans les mêmes... ils vous ont laissé très libre aussi, parce qu'on a toujours le sentiment qu'Amazon, c'est un peu les pires, quoi. Ça sera répété partout, évidemment. Ce sont les pires. S'il vous plaît. Ce sont les pires. Non, ils ont été assez interventionnistes sur le scénario, les scénarios. Après, c'est toujours délicat avec Amazon parce qu'il y a beaucoup de turnover. Et donc, on avait une interlocutrice de qualité sur tous les textes, et que je me souviens avoir rencontré ici à La Rochelle. Elle m'avait dit, mais moi, je serai avec vous sur le tournage, je m'effacerai, mais vraiment, ça me passionne d'être avec vous en Grèce. Bon, ok. Mais de suivre aussi... Ok, ouais. Le prestige. Mais bon, le prestige. Mais ça l'intéressait énormément de suivre cette série où elle avait été toujours de bons conseils avec des remarques judicieuses. Et en fait, on a appris avant le tournage que finalement, elle avait quitté Amazon et qu'elle ne serait pas du tout là sur le projet. Elle a été remplacée par 2 personnes qui depuis ont fait leur chemin, mais qui étaient très juniors, qui ne connaissaient pas le projet du tout. Donc après, ils nous ont complètement laissé libres sur le scénario. Et sur le tournage aussi. Après, au montage, c'était assez compliqué. Au montage, il y avait des tonnes de notes. Enfin, vous le savez sans doute si vous avez travaillé pour Amazon, il y a un calendrier ultra précis. On doit remettre 5 versions de montage différentes. Les dates sont écrites dans les contrats. Ils ont 2 jours après pour faire leur retour, pour qu'on puisse après faire la version suivante. Enfin, c'est ultra rigoureux. On a beaucoup de notes, c'est ultra précis. Ils interviennent sur vraiment à l'image près et tout ça. Donc, c'est vraiment très contraignant, quoi. Anne Holmes, que tout le monde connaît, on lui a montré la version du montage et disons sur La Peste ou sur celui que je viens de faire là, et elle dit très bien, et on touche à rien parce que ça marche ou ça marche pas. Enfin, il y a un truc, elle a un sens pratique, elle se met à la place de son public, elle voit bien s'il y a des problèmes, elle les soulève, mais si ça fonctionne, jamais elle ira dire attention, il faut couper cette scène un peu plus tôt, ou voilà, il y a un truc très évident. Et les autres, ils sont tellement obsédés par leur histoire de rythme et d'efficacité qu'on arrive vraiment dans des situations un peu contraignantes à la fin, quoi. Enfin, ce qui est important aussi, c'est, enfin, il l'a dit tout à l'heure, Harold, c'est la ligne éditoriale. Quand on travaille pour France Télévisions, ou on travaille pour Arte, quand on a produit Jonas, écrit et réalisé par Christophe Charrier, on a vraiment travaillé
en communion avec Isabelle Huige, qui lâchait rien. Et d'ailleurs, ça a permis au film d'être assez formidable, quoi. Et on savait que, Arte, qui est censé protéger ou être le plus à l'écoute des auteurs, oui, parfois, ils sont assez durs, quoi. Mais franchement, ça a été... parce que Isabelle, elle était super, qu'elle disait des trucs super intelligents, mais elle ne nous lâchait rien. Mais en fait, tu n'as jamais eu à te battre pour imposer un réalisateur ou une réalisatrice. Laurent Jaoui. Ici présent. Si, mais ils ont accepté, c'était Canal à la traque de... Mais tu étais aussi au scénario au départ. Souvent, les éditeurs de services sont sensibles à la conviction. Ils sont rassurés quand on défend quelque chose, hein, parce que donc si jamais on est à l'opposé de la promesse, là, ils vont se dire c'est un grand pas. Mais moi, avec TF1 y compris, j'ai pris un réalisateur pour la seconde partie qui avait fait qu'un film, alors qu'on avait à côté le choix avec un autre réalisateur qui avait fait déjà 3 séries, etc. Et ils ont dit ok, t'es convaincu, on y va. Et on avait des arguments, évidemment, on n'avait pas réfléchi uniquement avec le cœur. Est-ce que du coup ça veut dire aussi, quand on est sur une série où on sait qu'on va avoir un réalisateur qui va faire 2 épisodes, un autre qui va en faire 2 autres et le troisième qui va en faire 2 autres, si on n'est pas dans la configuration d'Antoine, Cédric et Lola, qu'on choisit des réalisateurs indépendants qui ne se connaissent pas forcément ou qui n'ont pas cette famille, enfin cette alchimie, exactement, merci. Est-ce que ça veut dire que tu prévois d'emblée, dès la prépa, quels vont être les 3 réalisateurs et il y a une vraie passation qui se fait de l'un à l'autre, ou est-ce que tu les vois indépendamment? Est-ce qu'ils vont se parler? Est-ce qu'ils vont quand même finalement... Oui, c'est l'idée, de se rencontrer, de partager ensemble les choix de techniciens, parce que c'est aussi ça qui fera évidemment l'unité de la série, surtout si on cross-board et qu'on tourne dans tous les sens. Mais si on prend le même chef-op ou le même monteur, la même monteuse, évidemment, il faut qu'on les choisisse ensemble et qu'on définisse ensemble l'unité artistique. C'est-à-dire que sur la saison 2 de 10%, moi je suis resté, mais Cédric et Lola sont partis et ont été remplacés par Jeanne Herry et le regretté Laurent Tirard. Et voilà, et on ne se connaissait pas tous les 3, quoi. Mais on a fait le casting ensemble selon le même principe. On a vu les techniciens parce qu'on a changé de chef-op, etc. On les a choisis ensemble. On a fait vraiment les réunions à 3 pour essayer de garder une espèce de cohérence stylistique sur la série, quoi. Mais c'est vrai que c'est effectivement Harold et Dominique qui ont choisi très tôt qui seraient les 3 réalisateurs pour qu'on puisse continuer à avoir cette façon de fonctionner. Mais ça, c'est des pratiques très récentes, en fait, parce que plusieurs réalisateurs sur une série, ça ne se faisait pas avant. Ou alors, moi, j'ai initié des séries comme Bartoli, au début, Rhys, donc ça remonte quand même très très loin. Mais Bartoli, par exemple, c'était Charlotte Branchstrom et François Vell qui ont fait les 2 et 3. Et en fait, je n'avais aucun rapport avec ni Charlotte, que je connaissais au demeurant, et François. Mais artistiquement, on n'a rien échangé, on n'a parlé de rien. C'était une autre façon de faire. Et maintenant, je trouve qu'elle est beaucoup plus cohérente et créative, parce qu'on a tout à gagner. Plus on est de cerveau, mieux on est. De toute façon, il faut partager.